Tu disais un jour, dans les moments de crise, c'est les moments où il faut être capable de se dire ça va aller. C'est ça en fait. C'est au moment de crise, on a une culture, donc ça ira. C'est ça. Et c'est ça qui est très difficile, mais moi je trouve que c'est vraiment le rôle du leader, que ce soit, c'est souvent le manager de l'entreprise, parfois c'est le joueur un peu emblématique, mais c'est souvent le rôle du leader d'arriver à ne pas glisser avec son équipe dans la morosité, le négativisme, et dire attends, on n'y arrive plus, mais il y a des trucs auxquels on doit croire. Et ces trucs auxquels on doit croire, c'est souvent des choses qui sont très ancrées, qui sont très profondes. Et revenez à ça, parce que c'est des choses aussi qu'on sait faire en réflexe, normalement. Donc revenez à ça, et surtout, quand on est en crise, pour moi, il est extrêmement difficile de réinventer complètement son mode de fonctionnement. Parce que déjà, j'ai pas le moral, et donc je vais vraiment pas y arriver. Donc du coup, là, je trouve que c'est intéressant de se dire, ok, il va falloir changer plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on décide de garder entre nous? Est-ce que c'est cette façon de travailler? On a dit qu'on était précis, on sera toujours précis. Là, la dernière fois que j'ai fait, c'était le manager, il disait « Moi, je suis un manager positif. » Ok. Donc même au fin fond de la crise, on va trouver les moyens de positiver. Parce que c'est ça la culture que tu as envie d'insuffler. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle table ronde aujourd'hui et pour la deuxième fois avec Samir. Salut Sam. Salut Pat, je vais devenir un habitué maintenant. Oui, tu vas devenir un habitué et comme vous pouvez le voir et comme la dernière fois, on est sur le thème du sport. Alors, il y a un peu de chambrage dans l'air parce que on va dire que le Barça… ça fait l'unanimité. Ça fait l'unanimité. Je suis pas très hit, t'es pas très Warriors. Je suis pas trop Warriors. Il y a des gens qui vont me critiquer après avoir dit ça, mais je suis pas tant Warriors que ça, malgré leur succès. En tout cas, on commence la saison de la même façon puisque les deux sont très très mauvais. Donc voilà. Comme ça, on n'a pas vraiment besoin de se battre et c'est génial. Voilà, exactement. On va pas parler NBA, enfin quoique, on n'est pas là que pour ça. On va évidemment parler de management comme la dernière fois. Cette fois, on a envie de parler de la culture de la gagne et de comment on installe un état d'esprit qui fait qu'on arrive à s'en sortir dans une équipe. C'est à peu près ça le truc. C'est ça. Et par culture de la gagne, donc on va faire un parallèle sportif. Ouais. L'idée, c'est qu'il y a souvent, dans tous les sports collectifs principalement, des équipes qui, année après année, arrivent à gagner. Le Barça, effectivement, on parle les trois en fait. Et Golden State, mais c'est des équipes qui, année après année, malgré les difficultés, malgré les effectifs qui changent, malgré parfois les coachs qui changent, continuent de gagner avec la même identité de jeu, la même culture, les mêmes bases en fait. Et c'est un peu de ça dont on a envie de parler. Voilà, et on a envie d'en parler évidemment dans une logique de management, donc on va vraiment illustrer pour le sport, mais on va chercher à faire du management. Et puis parce que tu vas pas oser le faire, juste vous le saurez, Sam, tu as un podcast de basket, tu as fait un épisode avec tes potes qui s'appelle La culture de la gagne il y a quelques mois maintenant. Le podcast s'appelle Breaking Ball. L'idée, c'est qu'on a traité ce sujet, mais là, uniquement à travers le point de vue sportif. Aujourd'hui, on va essayer un peu geek basket, bien sûr. Mais si ça vous intéresse d'avoir vraiment creusé sur l'exemple, pas du tout management, mais enfin encore que vraiment axé basket, ton épisode il est sympa et c'est aussi cet épisode qui nous donne l'envie de faire celui-là. Donc il y a une petite correspondance. Vous n'avez pas besoin de voir ou d'écouter Breaking Ball pour comprendre ce qu'on va se dire, mais sachez que ça existe. Alors justement, Sam, tu as commencé à le dire, ça sert à quoi en gros qu'une équipe, petite, moyenne ou grande, ait une culture de la gagne? Qu'est-ce que ça fait? L'idée c'est que, et donc pareil là on peut très rapidement faire le parallèle, mais dans le milieu de l'entreprise et encore plus dans le milieu du sport, les choses bougent beaucoup. Tout le temps, donc les équipes changent, les systèmes changent, les joueurs sont bons ou non. Le contexte, etc. La culture de la gagne, et même la culture de manière un peu plus générale, ça sert à permettre aux équipes en fait de rester bonnes à travers les années, à travers les difficultés, de savoir sur quoi s'appuyer, parce que quand les effectifs changent, le contexte change, on peut se retrouver à vouloir tout le temps changer l'identité, changer ce qu'on fait bien, etc. Et généralement dans le sport, ou en tout cas pour la pérennité d'un succès, c'est difficile. Donc l'idée de tout ça, c'est d'avoir quelque chose sur lequel s'appuyer, sur lequel revenir dans les moments de doute, qui peut nous donner l'avantage dans les moments de succès et qui peut nous permettre, en fait, année après année, de rester au top ou en tout cas de ne jamais tomber vraiment dans les bas-fonds soit du championnat, soit en tout cas du milieu ou du secteur dans lequel on est, quoi. Si on voulait, on pourrait avoir un peu l'opposé si on est en France et qu'on suit un peu le foot. On va voir par exemple, je sais pas, l'OM, qui est une équipe qui va pouvoir gagner de temps en temps, mais on a l'impression que soit ils font une année où ils gagnent ou presque et c'est génial, soit c'est l'enfer sur terre et ils sont tout au fond de leur vie, tout au bout de leur vie. Et en fait, ce qu'on va se dire, c'est bien sûr que quand on fait du sport, on va pas gagner tous les matchs, même quand tu as une super culture de la gagne. Bien sûr que quand avec vos équipes, vous aurez des défaites, ça arrivera toujours. Mais le truc, c'est que quand on arrive à mettre une culture forte sur ces aspects-là, et dans les mauvais coups, on descend peut-être un peu moins bas, et dans les bons, on va peut-être un petit peu plus haut. Et c'est le cas d'ailleurs des équipes pour lesquelles on a pris les maillots. Même quand c'est compliqué, il y a toujours quelque chose à retirer. C'est ça. Barça, c'est l'exemple parfait, mais tu prends de 2008 à 2012-13, c'est
non seulement tu sais qu'ils gagnent beaucoup, parce qu'ils sont très forts, mais tu sais aussi comment ils gagnent. En fait, tu sais comment ils vont jouer, tu sais sur quoi ils vont s'appuyer. Ça leur permet aussi de savoir quoi chercher, donc en termes d'effectifs bien sûr, mais ils savent vraiment ce qu'on veut chercher chez les gens, ce qu'on veut développer chez les gens, ce qu'on veut implémenter dans notre système, dans notre équipe. Et ça leur permet, donc comme tu dis, d'en tirer une fierté. En fait, de leur culture, ils en tirent une fierté parce que c'est quelque chose qu'ils font tout le temps et qu'ils font bien. Et dans les moments de doute, donc quand ils perdent ou quand ils savent pas trop quoi faire parce que le coach a changé, l'effectif change, l'équipe qu'on affronte est beaucoup trop forte, bah, il y a un truc de oula, ok, qu'est-ce qu'on fait bien? Ça, on le fait bien. Le jeu de passe, on est bon dedans. On se remet dedans, on se focalise dessus. Et du coup, tu repars sur une meilleure dynamique, quoi. Ce qui est hyper important dans ce que tu dis, et c'était le deuxième point de notre argumentation, mais il faut vraiment que vous l'ayez en tête si vous êtes manager, c'est que on a mis la culture de la gagne, en fait on aurait dû mettre les cultures de la gagne. Et que le sujet, quand vous êtes manager, si vous êtes intéressé d'avoir cette espèce de culture qui va un peu lisser les creux, c'est ça l'histoire, il n'y en a pas qu'une, il ne faut pas prendre celle du Barça, du Miami, des Warriors ou des Spurs dont on parlait la dernière fois, qui sont des équipes avec une très forte culture de la gagne. Mais ce qui est intéressant, c'est de commencer à réfléchir à qu'est-ce qui fait notre force. Notre force. Exactement. Et j'ai travaillé avec ça là-dessus, avec un client il n'y a pas très très longtemps, où justement on parlait de basket et on parlait un peu des trois Pistons qui s'appellent les Bad Boys. Donc eux, ils avaient une culture de la gagne basée sur le jeu dur et la rigueur, la défense, le côté rugueux. La bagarre. Et à peu près au même moment, vous avez peut-être entendu parler du Showtime, qui est l'équipe de Magic Johnson, dont tout le monde connaît, qui a une culture de la gagne aussi très forte, mais qui n'est pas du tout basée sur la même chose, qui est plutôt basée sur le beau jeu, la vitesse. Le spectacle, enfin c'est ça. Showtime, quoi. Ouais, littéralement. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'aller chercher ce qui marche pour vous. Donc déjà, pour vous en tant que manager, qu'est-ce que j'arrive à incarner, qu'est-ce que j'arrive à représenter et à partager, mais aussi ce qui marche pour les équipes. Ça veut dire que tu as pris ces deux exemples-là. Si les Bad Boys de Détroit, donc en 2004, ils essayent de jouer en spectacle, en vitesse, ça marche pas, c'est impossible. Ça ne leur plaît pas, ça leur convient pas. Et au bout du compte, tu dénatures non seulement leur jeu, mais tu dénatures aussi ton équipe. Là où l'idée d'aller chercher vraiment qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous rend fier, qu'est-ce que vous faites bien et qu'est-ce qu'on peut vraiment tous implémenter et tous chercher ensemble, là ça fonctionne. Là, ça t'en fait un élément de fierté, un élément de conquête et même un élément de performance en fait, simplement. Ouais, et moi j'ai l'impression, et c'est marrant parce que ça fait maintenant des années que je vais faire plein d'entreprises, je vais donner quelques exemples, mais j'ai l'impression que justement ce qui est intéressant, c'est que ça dépend pas vraiment des joueurs, quand c'est vraiment des très fortes cultures, qu'on va l'avoir sur des durées assez longues, donc quand vous allez la créer ou en tout cas la révéler dans votre équipe ou dans votre entreprise, prenez dans l'histoire. Mais tu vois, je prends par exemple, je sais pas moi, Decathlon, c'est pour moi une entreprise qui a une vraie culture de la gagne, en tout cas, qui a une culture très forte qui va l'aider à passer les creux et qui est vraiment le plaisir du sport. Et on sent que les gens qui vendent sont des sportifs et qu'ils ont envie de transmettre ça. On va avoir des cultures, par exemple, je sais pas moi, chez Michelin, où on va avoir une culture de grande perfection, d'ingénierie, mais par contre de discrétion. C'est une entreprise discrète et ingénieure. Tu vas avoir des entreprises qui ont des cultures beaucoup plus marketing, type L'Oréal, etc. Exactement. Et il y a une nuance par contre sur ce que tu dis, c'est que c'est pas forcément que ça dépend pas des joueurs, c'est que après ça dépend plus des joueurs. Ouais, initialement, quand tu essayes de la créer, on va y revenir dans une seconde, mais initialement, il faut vraiment que tu mettes en place quelque chose qui correspond à ton équipe, qui correspond aux joueurs, à l'envie, à l'effectif. Mais après, l'intérêt de tout ça, c'est justement que les gens vont partir à la retraite, que ce soit dans le sport ou en entreprise. Il y en a des autres qui vont revenir. Eux, ils doivent être capables de rentrer dedans, de rentrer dans le moule, sans se dire « Ah, mais en fait, là, ça ne me correspond pas ». C'est justement ce qui va leur permettre de se révéler et qui va permettre de lancer quelque chose de très pérenne et qui ne dépendra plus des joueurs, ni du coach, ni de la direction ou peu importe. Enfin, après, ça tient, c'est censé être solide et là, il n'y a plus besoin de se dire « Lui, il n'est pas excellent là-dedans, donc ça ne marchera pas ». Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'à la fin, quand on le fait bien, ça dépend des joueurs. Si on a choisi ce maillot-là, c'est que c'est très impressionnant au Barça. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire « Ah bah oui, mais il a fait ça parce qu'il y avait Messi. » Ou il y avait oui, mais avant, il y avait Cruyff. Et c'était la même philosophie quelque part. Et encore aujourd'hui, même quand ça gagne un peu moins, ils ont toujours cette philosophie de jeu rapide, de beau jeu, de jeu un peu total, que tu vas pas avoir côté Real ou que tu vas pas avoir à Manchester United ou au PSG. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir que en fait, ces cultures-là, si vous les choisissez bien, c'est-à-dire si vous allez les puiser dans quelque chose qui existe, c'est-à-dire soit les qualités de votre équipe actuelle, soit vous êtes conscient de l'histoire de l'équipe ou de l'entreprise, bah à ce moment-là, vous allez voir que ça peut vous survivre à vous, ce qui est quand même très intéressant, et qui va vous aussi survivre aux principaux joueurs de l'équipe, et ça c'est très intéressant. Et tu avais dit, il faut qu'on parle de comment on met ça en place. La première chose, c'est comprendre son équipe, comprendre ses joueurs, comprendre son histoire, et la comprendre finement. Bah, du coup, ça me fait penser à un autre exemple donc avec Jean-Marie Carvalho, qui a déjà été dans une vidéo donc avec toi, Patrick, qui est un manager qui incarne vraiment une culture, donc jusqu'au physique, clairement.
et qui l'incarne vraiment très bien, qui la représente, qui la partage. L'objectif, c'est aussi bien sûr que la culture lui survive, mais quand il s'en va et que quelqu'un va prendre sa place, c'est important qu'il n'essaye pas de faire la même chose. Parce que bien sûr, il faut, comme tu dis, respecter l'histoire, respecter l'entreprise et le milieu, mais il faut aussi être capable d'adapter son propre management et sa personne à ce qui est déjà en place, s'accorder avec ses équipes pour que la culture ne se détruise pas, mais qu'elle soit maintenue avec des modifications, parce que la culture, c'est pas quelque chose d'hyper rigide qu'on a pas du tout le droit de changer. Ah bah non, au contraire. Voilà, c'est que ça donne une direction, ça donne vraiment des bases sur lesquelles retomber, mais ça doit aussi un peu s'adapter à son effectif, aux besoins, au contexte, parce que le monde change et il change hyper vite, donc il faut aussi être capable de bouger selon le contexte. Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça que si on devait vraiment dire d'abord, soyez conscient de votre histoire et des choses qu'il faut garder, ça c'est clair. Ensuite, de qui vous êtes aujourd'hui et des éléments importants. Si ça peut être un peu cohérent entre l'histoire et ce qu'on est aujourd'hui, eh ben, ça ne fera que se renforcer et c'est très cool. Et ensuite, vous allez animer ce point-là, et on va essayer de ne pas l'animer en théorie, mais justement, le fait d'avoir un peu d'histoire là-dessus, ça va nous permettre de faire ça. Moi, j'imagine qu'un nouveau joueur qui signe au Barça et à qui on file le maillot, je sais pas si on lui montre des vidéos, mais je pense qu'il les connaît. Mais tu vois, il sait où il arrive, quoi. Clairement. Et c'est vrai sur toutes les grandes équipes. C'est ça, c'est que les équipes, elles savent, enfin les joueurs savent dans quoi ils mettent les pieds. Et ils ont envie, en fait. C'est même aussi un objet de conquête. C'est que quelqu'un va au Barça de 2008 à 2012, comme tu dis, il sait dans quoi il met les pieds. Et il est enthousiaste au possible. Et il veut pas changer le système. Il a pas envie. Ah non, il va dans cette équipe parce qu'il a envie de participer au système. Il a envie de participer à tout ça. Essayez concrètement de regarder dans vos équipes. Donc, on a dit l'histoire et les besoins du maintenant. Et après, et c'est des choses très simples. La culture 1, on le disait sur le sport, la défense, les passes, l'esprit combatif, etc. Et là, c'est un peu pareil. Est-ce que je vais avoir une équipe extrêmement positive, extrêmement enthousiaste, tout le temps en train de faire la fête, en tout cas, tout le temps en train de rigoler, etc. Est-ce que je vais avoir une équipe très précise, très méthodique, très machin? Est-ce que c'est des choses comme ça qu'on va complètement. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on pourrait penser que c'est des mots parfois un peu creux, du style la combativité, etc. Mais l'avantage et l'intérêt du sport, avec cet exemple, c'est que on peut le traduire en actions très concrètes. Dans le sport combatif, ça veut dire défendre sur chacune des possessions. Ça veut dire défendre sur l'entièreté du match. Le côté un peu fun, on s'éclate et tout, c'est un jeu un peu électrique. Donc, tu as pris les Warriors. Les Warriors, quand ils gagnent sur 4 ans, en fait, tu sens qu'ils se font plaisir parce que tout le monde a envie de participer, on a envie de faire des passes aux voisins. Le leader s'amuse, il a envie de tirer du milieu de terrain. Enfin, il y a un truc de vraiment, c'est des mots valises et un peu creux, mais qui se traduisent par des choses très concrètes. Et c'est un peu ce qu'on est censé aller chercher aussi chez les équipes. Et voilà. Et après, évidemment, vous, en tant que manager, on va valoriser ces comportements-là. Alors, pas de façon dogmatique, parce que ça devient une secte, si tu as vraiment que ça. Et il faut savoir avoir une partie sérieuse, au contraire, savoir jouer un match un peu champagne, alors que c'est pas la culture Miami. Ou faire un match dur, alors Barça, ça existe, alors que c'est pas ton truc. Mais globalement, on va avoir ça. Et le manager, il va mettre des ingrédients là-dedans. J'en ai un, là, on est chez Saint-Gobain, on a une mission actuellement avec Cyril, qu'on verra un jour dans le faire en vrai, je vous l'amènerai, très 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 cool, il faut que vous voyez ce manager-là. Mais Cyril, il est dans cette culture très sympathique, dans l'ambiance tout le temps, etc. Et très rigoureux par ailleurs, mais il y a vraiment ce truc de on est bien ensemble, on est content et tout. Et il a des attentions tous les jours là-dessus, il valorise tous les jours ce qui se passe là-dessus, et ça crée quelque chose d'enthousiasmant et de transmissible d'ailleurs. Nous, quand on y va, on a le smile direct. Je suis complètement d'accord sur ce point. C'est toujours transmissible en fait, c'est que ça en fait un élément de fierté pour le manager qui a réussi à vraiment créer quelque chose. Et pour les joueurs, quand ils arrivent à gagner à leur manière, ils sont beaucoup plus contents que quand ils gagnent. Comme tu dis, le Barça est capable de s'écarter un peu de son jeu, bien sûr, les équipes qu'on a ici aussi. Mais quand les Bad Boys de Détroit, ils gagnent défensivement, là, c'est une vraie victoire. S'ils gagnent offensivement parce que le match a fait que, ils vont arriver en conférence de presse et ils vont dire on a gagné, on n'a pas bien gagné, ou il nous a manqué quelque chose, ou alors on a encore des choses à travailler. C'est vraiment un élément de fierté, d'équilibre, de joie, d'enthousiasme qui se partage, qui se transmet facilement et qui survit à tout le monde. Donc il y a vraiment un truc de... Et d'ailleurs évidemment, comme tu dis, ça se partage, ça se transmet. Vous êtes en tant que manager, vous pouvez l'inspirer, mais c'est des choses qu'on va très largement co-construire. Par exemple, moi j'ai des trucs très très simples, je ne le présente pas forcément comme ça parce que ça peut paraître un peu artificiel parfois, mais on va faire parler les gens dans un séminaire ou dans une réunion sur quelles sont vos victoires, ok, mais après, qu'est-ce qui vous rend fier dans votre façon de les obtenir. Les post-it les plus fréquents sont probablement les éléments de la culture de la gagne. Nous on fait toujours les trucs ensemble et dans la bonne humeur. C'est clair. Intéressant. Nous, c'est toujours super carré, on peut compter sur nous. Intéressant.
Donc c'est pas que des choses que vous allez déterminer, c'est pas de la stratégie de la culture de la gagne. C'est presque plus de la tactique, de l'écoute, de compréhension de qui j'ai en face de moi, etc. Et ça va très très bien fonctionner si vous le faites comme ça. Et ça, c'est essentiel. Enfin, tu l'as dit un peu comme ça, mais le côté co-construire, c'est vraiment, c'est ce qui va faire que la culture, au moment où on va essayer de la créer, elle va tenir. Parce qu'un manager qui arrive et qui prend son poste, il a forcément quelque chose qu'il incarne, parce qu'il a eu des expériences avant, il y a des choses qu'il fait bien et tout. S'il arrive et qu'il essaye de plaquer quelque chose qu'il fait bien sur une équipe à qui ça ne correspond pas, là, il risque de la perdre. Là, c'est difficile de créer quelque chose. Pareil, si l'équipe, elle représente quelque chose, mais que le manager ne s'est pas du tout approprié ce sujet-là, qu'il ne sait pas du tout comment faire, grosso modo, si tu arrives et que tu es un coach hyper défensif et que tu dois coacher une équipe qui est hyper offensive, fun time, show time et tout, là, tu peux avoir du mal. Et c'est important, justement, d'essayer de trouver les bonnes marques pour que ça fonctionne, plutôt que d'avoir, et des exemples, il y en a plein, mais dans le basket, par exemple, il y a un coach qui s'appelle Mike Hale, qui a souvent des orientations de jeu très très fortes et très très marquées. Pareil pour Mike D'Antoni qui a coaché les Rockets pendant des années. Son problème, c'est que parfois il arrive et qu'il essaye d'appliquer des choses qu'il fait très bien sur des équipes à qui ça correspond un peu moins. Moi je réagis sur un truc qui me fait penser, c'est que dans votre équipe, il y a un truc important aussi, c'est sur le recrutement. C'est-à-dire que ce que tu dis sur l'entraîneur aussi, le problème, c'est est-ce que c'était lui qu'il fallait prendre, quoi. Et moi je pense que tu as aussi le truc de quand vous faites vos critères de recrutement, que c'est pas mal de les discuter en équipe si vous avez la possibilité de le faire, mais quand on fait vos critères de recrutement, les compétences c'est une chose, mais essayez de regarder aussi en soft skills si vous avez l'impression que la culture va correspondre. C'est quand même plus simple de faire un chemin plutôt court sur ces sujets-là. Donc pour moi, la culture c'est vraiment quelque chose qu'on va identifier, animer, et qu'on va animer du recrutement au succès, en passant par la défaite, si tu veux. Et donc à chaque fois, ça doit imprimer quelque chose. Mais je pense que le recrutement est un des points les plus clés du système. Je suis complètement d'accord. Et là, on peut prendre l'exemple d'Albus. Tout à l'heure, tu disais, grosso modo, tu arrives dans un système, une équipe, elle fonctionne, tu sais comment elle marche, donc tu sais dans quoi tu mets les pieds. Mais qu'il faut faire attention au recrutement. Si Albus, c'est un peu ça, c'est qu'on part du principe que de toute façon, les consultants, on va les former. Et que s'ils sont pas trop cons, genre pas moi, ça devrait aller. Les autres, quoi. Les autres consultants que vous avez peut-être déjà vus d'ailleurs, on saura les former. Par contre, on va chercher du coup ces soft skills pour voir s'ils sont capables de s'intégrer à cette culture d'entreprise. Parce que s'ils ont vraiment des compétences métiers parfaites, mais que sur le côté vraiment soft skills, humain, culture, c'est à des années-lumière de ce qui est déjà présent, là ça peut poser un problème, soit d'intégration, soit de culture qui a du mal à tenir parce qu'à l'intérieur c'est un peu chamboulé, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi par exemple je suis assez contre le recrutement au CV. Je suis pas le seul, maintenant il y a de plus en plus de gens qui disent ça. Pour moi le CV ça sert à avoir le numéro de téléphone et le mail de la personne pour la recontacter. Éventuellement je regarde les loisirs si tu veux, mais le reste, oui je regarde distraitement parce que je suis content de savoir quel est le parcours des gens, mais en fait ça peut pas me décider à prendre quelqu'un. Par contre quand on va rencontrer cette personne, ok le CV ça a l'air de correspondre, c'est cool, mais est-ce que l'esprit dans lequel cette personne va correspondre? Et je suis pas en train de dire qu'il faut recruter des gens qui se ressemblent tous, mais c'est juste, est-ce que j'ai des gens qui vont pouvoir être un peu libérés? Tu prenais notre exemple à nous, c'est vrai qu'on le connaît bien. Nous, c'est assez délié, assez cool dans les locaux et tout. Si tu as quelqu'un qui est extrêmement introverti, il va galérer et nous avec. Et pourtant, on ne se ressemble pas du tout. Enfin, chez Albus, on a des profils extrêmement différents. Voilà, il y a des gens plus timides que d'autres, mais il n'y a personne qui est complètement introverti. Donc, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de comprendre comment vous allez pouvoir construire votre équipe petit à petit, comment ça va être dans la durée, et ensuite on va le transmettre. Dans la victoire, comme tu dis, on va le valoriser. Dans la défaite, ça va nous aider à nous en ressortir plus vite. Et dans la crise, ça nous permet de garder un peu la tête hors de l'eau, quoi. C'est ok, là vraiment cette année c'est compliqué, que ce soit dans le sport ou en entreprise, parce qu'on a eu des contextes et un cadre qui a fait que Covid, etc., c'est compliqué. Malgré ça, tu gardes un peu la tête hors de l'eau, tu te souviens de ce que tu fais bien, de ce que tu peux continuer à faire correctement, même quand tout va mal. Et ça te permet, une fois que les choses se remettent un peu sur la bonne voie, de repartir d'autant plus vite et d'autant plus fort, quoi. Ouais, ça c'est un truc, moi je l'ai observé il y a très peu de temps justement, on voulait venir un peu sur le moment de très très forte crise, c'est-à-dire un mauvais moment, tout le monde en a, très forte crise, ça arrive de temps en temps. Évidemment dans ces moments, la culture est très attaquée. Parce qu'on se demande si on est encore capable, on se demande si on va y arriver, on se demande si on se rappelle même plus qu'on y était déjà arrivé. C'est là il faut faire un petit pas de recul et essayer de se dire tiens, ok, là on est en vraie galère. Qu'est-ce qu'on doit appeler dans notre culture de la gagne? En tout cas, à ce moment-là, c'est difficile de se le dire comme ça, mais en tout cas dans notre culture, à quoi on continue de croire, tu vois? Et il faut qu'on réessaye de le faire. C'est une très bonne question, je trouve, parce que dans ces moments-là, on a l'impression que rien ne va. Rien ne va, qu'on est capable de rien faire et que notre effectif ne correspond plus à rien. Alors qu'en fait, si on a la possibilité et la capacité de
prendre du recul, quoi, on se rend compte que déjà, il y a forcément des choses qui caractérisent nos équipes. En fait, même si vraiment elles fonctionnent extrêmement différemment, en fait, au minimum, on fait le même métier. Donc, il y a peut-être des choses qu'on fait ensemble et qu'on fait de la même manière. Et ça peut nous permettre de nous dire, OK, bah, en fait, là, on va s'appuyer sur ça pour tenir cette période et repartir. On va pouvoir s'appuyer sur ça pour tels enjeux managériaux ou stratégiques qui vont arriver dans les X prochaines années. Et puis, ça nous permet même aussi en fait, de récupérer. Je crois que tu disais un jour, dans les moments de crise, c'est les moments où il faut être capable de se dire ça va aller. Bah, c'est ça en fait. C'est au moment de crise, on a une culture, donc ça ira. C'est ça. Et c'est ça qui est très difficile. Mais moi, je trouve que c'est vraiment le rôle du leader. Que ce soit, c'est souvent le manager dans l'entreprise. Parfois, c'est le joueur un peu emblématique. Mais c'est souvent le rôle du leader d'arriver à ne pas glisser avec son équipe dans la morosité, le négativisme et dire attends, on n'y arrive plus. Mais il y a des trucs auxquels on doit croire. Et ces trucs auxquels on doit croire, c'est souvent des choses qui sont très ancrées, qui sont très profondes. Et revenez à ça, parce que c'est des choses aussi qu'on sait faire en réflexe, normalement. Donc revenez à ça. Et surtout, quand on est en crise, pour moi, il est extrêmement difficile de réinventer complètement son mode de fonctionnement. Parce que déjà, j'ai pas le moral, et donc je vais vraiment pas y arriver. Donc du coup, là, je trouve que c'est intéressant de se dire, ok, il va falloir changer plein de choses. Mais qu'est-ce qu'on décide de garder entre nous? Est-ce que c'est cette façon de travailler? On a dit qu'on était précis, on sera toujours précis. Là, la dernière fois que j'ai fait, c'était le manager, il disait « Moi, je suis un manager positif. » Ok. Donc même au fin fond de la crise, on va trouver les moyens de positiver. Parce que c'est ça la culture que tu as envie d'insuffler. Et je trouve que c'est juste en fait. Ça me fait penser à deux choses spécifiques, une dans le sport et une dans le milieu professionnel. Les Warriors que tu as aujourd'hui, il y a une vingtaine d'années, ils avaient une culture totalement différente de celle qu'ils ont aujourd'hui. Enfin, dans les deux cas, ça allait très vite, mais c'était pas pareil. Après une période de crise, il y a eu ce truc-là de « Ok, bon, en fait, l'effectif a changé, on n'est plus capable de s'appuyer sur ce qu'on faisait avant. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ?» On regarde l'effectif. Ok, il y a Stephen Curry qui s'est shooté de littéralement toute la planète. On a des joueurs qui sont des très bons passeurs et qui ont envie de jouer pour lui. Qu'est-ce qu'on peut créer autour de ça? Et un autre exemple avec qui on parlait avec une manager donc en début de semaine qui est chez Total, qui nous disait qu'elle, dans ses équipes, il y a beaucoup d'intérimaires, donc que c'est difficile d'avoir le côté collectif parce que les gens ne se sentent pas forcément intégrés à un plus gros collectif, mais qu'inversement, ce qu'on peut y trouver, c'est une grosse autonomie. Parce que forcément, si vous n'êtes pas impliqué dans tous les domaines, si vous n'êtes pas toujours ensemble, bah, il y a des choses que vous êtes capable de faire tout seul. Donc collectivement, ça c'est un point sur lequel on peut s'appuyer pour créer quelque chose. Parce que dans les moments de crise, on peut toujours se dire mais il n'y a rien qu'on a en commun, on ne peut pas avancer. En fait, même quand ça ne va pas, du coup, il y a des éléments positifs qui peuvent en sortir. Et c'est peut-être ça qu'il faut essayer de tirer pour avancer. Et si on voulait maintenant prendre de la hauteur un peu pour conclure notre discussion sur ce sujet-là, moi j'ai l'impression que ce qu'on est en train de se dire sur la culture de la gagne, c'est qu'il y a trop d'équipes qui essaient de se fonder juste sur leurs objectifs. Et en fait, la culture, c'est plutôt sur la manière dont on les atteint. Et deuxièmement, il y a trop d'équipes qui, sur la manière, disent des choses extrêmement vagues, genre tu sais, les valeurs classiques, empowerment, je sais pas quoi, initiative. Alors que la culture, elle doit pouvoir être raccordée assez, presque sans aucun doute, à l'équipe en question. C'est le cas du Barça. Exactement. Le Barça, il n'y a pas de débat. À l'équipe en question et à des actions concrètes aussi, surtout dans le milieu. C'est une action vague, empowerment ou initiative ou je sais pas quoi. Ok, qu'est-ce que ça veut dire pour ton équipe? Qu'est-ce que vous faites différemment? Tu disais, c'est quelque chose qui définit. Une des manières de résumer tout ça, c'est on est là pour gagner à notre manière. Et donc dans l'entreprise, c'est on est là pour avancer, bien sûr, pour gagner de l'argent, ok, mais à notre manière. Comment on le fait? Comment on a envie de le faire? Qu'est-ce qui nous rend fiers derrière tout ça? C'est l'idée du maillot. Alors dans le sport, c'est simple, on a mis des maillots pour symboliser les équipes, pour se reconnaître sur le terrain. Et dans l'entreprise, je déconseille les maillots, je trouve ça un peu infantilisant, mais dans l'esprit, c'est ça, c'est-à-dire que ça doit se reconnaître presque visuellement. Ça, c'est bien la façon de bosser de Michelin. On les reconnaît, les mecs de Michelin, quand on discute avec eux. Ils ont une façon de gagner et c'est une sacrée boîte qui gagne. Du coup, je pense qu'on a fait le tour sur la culture de la gagne. On en reste là-dessus? On en reste là-dessus. En tout cas, c'était un plaisir de parler de ce sujet avec toi. N'hésitez pas à commenter, à raconter des expériences ou des anecdotes que vous avez sur ce sujet. Éventuellement à poser des questions pour qu'on essaye de vous aider à créer votre propre culture de la gagne. Et on se retrouve très bientôt donc, pour une nouvelle table ronde, j'espère. À bientôt. À bientôt. Bon, et puis c'est clair que le Miami Heat, quand même, c'est une équipe de vieux, non? Je suis pas sûr. Il y a quand même que des retraités. Mon maillot actuel, c'est un jeune joueur qui est le futur de notre culture d'ailleurs et de notre équipe. Donc non, si. Je crois que c'est la culture de la gagne du Miami Heat, c'est remise en retraite. Non, la culture, c'est quelque chose qui tient et qui tiendra encore une bonne dizaine d'années.